inaugurer ces soirées qu'on a nommées comme des soirées éphémères. Et ceux qui sont présents vont tout à fait utiliser ce créneau en disant pour l'instant c'est les premiers samedis du mois. Voilà, le premier samedi du mois. L'idée de l'éphémère ne veut pas dire que les professionnels ne pourraient pas utiliser. L'idée de l'éphémère, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais fait avec Véronique Chauveau. Et la rencontre avec notre merveilleux saxo se dira peut-être qui vous êtes un peu. Alors, je suis Jean-François Loriot, saxophoniste, improvisateur, principalement, jazz aussi. C'est mon métier depuis très longtemps. Et j'adore ça. Je crois que vous avez un projet avec un poète aussi. Alors, je travaille avec un poète de la même façon qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire que j'accompagne des textes en improvisant de la musique. J'ai fait beaucoup de théâtre musical, autant où les metteurs en scène préfèrent avoir des musiciens vivants plutôt que des bandes magnétiques. Parleur. Et j'ai enseigné énormément le saxophone toute ma vie. Voilà. Et je suis passionné par l'improvisation et je fais partie d'un trio piano, saxophone et voix, chant qui se produira au mois de mars à la maison de l'Île-de-France les dimanches, ce n'est pas les dimanches, Impromptissimo, ça s'appelle. Voilà. Et je suis ici, voilà, pour faire avec vous, avec le dessin, avec le rock'n'roll, je chante. Voilà. Donc merci. Vous voyez qu'il y a à la fois des amateurs et des professionnels. Alors pourquoi avec Véronique Thépaut, Éric Isbach, on est en 1985, et donc on démarre une structure de soins qu'on a appelée CAL 14, qui existe toujours, qui va avoir 40 ans dans un mois. Ouais. Et donc à l'époque, on démarre en 83, et en 85, on se dit qu'il faut trouver autre chose avec les patients. Il y a les entretiens, il y a tout ça. Mais on a, avec Véronique, démarré les ateliers d'écriture. Je crois qu'on a, pour ce qui est de la dictologie, de l'alcoologie, donc essaimé, mais on a commencé sans aucun doute à faire des ateliers d'écriture, des tas de choses avaient été faites. Donc, symboliquement, c'est notre manière d'avoir scellé un soin un peu différent. Ce qui ne nous empêchait pas de faire des tas de choses avec les médicaments, etc., comme tout le monde, mais proposer du travail d'écriture, du travail corporel, etc., franchement, à l'époque, ça n'existait pas trop. Ça finit par décliner sur l'objet de cette belle aventure qui est la CERMA, avec toutes ces activités thérapeutiques qu'on propose. Donc, symboliquement de dire, voilà, vous verrez, il y a des cahiers du détour, des choses qu'on faisait à une époque, financièrement, on ne peut plus trop le faire, encore qu'on peut, avec peut-être maintenant le numérique, faire autrement. Et Michel vous en dira un mot. Tout ça pour dire qu'on a été rechercher certains textes comme ça. Chacun des auteurs de ces textes avait donné leur accord, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et c'est pour beaucoup tiré d'ateliers d'écriture, le principe étant qu'il y a des contraintes de mots, en partant du mot alcool pour la plupart du temps, en tous les cas, et puis d'autres textes avaient été cooptés à travers les thématiques du cahier du détour. Donc si vous en êtes d'accord, on va y aller, en espérant qu'on nous entendra, et que bien entendu on commence par le merveilleux saxo.
petite goutte d'alcool que j'avais encore accrochée quelque part dans ma tête. Je l'avais dénichée comme ça, par hasard, sans raison, me semblait-il, dans un coin oublié de mes pensées. Et cela me tracassait. De quoi cette mini-goutte pouvait-elle être capable? Je m'en sentais responsable. Y avait-il un risque à cette distillation, cette dissection? Une réaction? J'étais inquiet, aux aguets. Fallait-il remettre tout en question? J'avais fait place nette, tout rasé autour de moi. Mais maintenant que la question était posée, il me fallait absolument une réponse. Comment avais-je pu déloger cette goutte cachée aussi profond de moi-même depuis si longtemps? Et pourtant, tout cela était simple, enfantin. J'avais rêvé d'une grappe de raisin. J'avais pensé à un verre de vin, mais de bon vin. J'avais rêvé. J'avais humé le bouquet et dégusté à lente gorgée ce nectar idéalisé. J'avais rêvé, déliré un instant. Et tout à coup venait de ses os cette petite bulle affolante, affriolante, qui s'était vite évaporée, qui avait si vite explosé, comme dans un dessin animé, me laissant rassurer le temps d'en rire. Le temps de se dire, une bulle d'alcool collée là-haut, dans le cerveau, c'est idiot, c'est risible. Est-ce crédible? Peut-être n'est-elle pas seule à flotter à l'aventure. Peut-être une petite bulle qui traîne, c'est sûr. Une petite bulle qui dort en moi, qui s'ennuie et ne demande qu'un moment de distraction pour ne pas être en reste et faire une petite réunion avec les autres qui traînent dans le coin. Ma distillation faisait la science-fiction. Mais de tout cela, j'en tirais une forme de leçon, de conclusion. Il y a toujours une petite bulle qui se promène quelque part au fond de soi-même. Alors, ma foi, j'ai pensé pour moi, et peut-être trop légèrement, évite de coincer la bulle en rêvassant. Rêver que l'on porte sa mère dans ses bras pour lui faire faire le tour du jardin. Maman va mourir. Elle va mourir sans avoir donné de réponse à la question qui me chavire. Pourquoi ne m'as-tu pas aimée? Elle est si légère, si recroquevillée, si fragile. Je voudrais l'entendre rire encore comme elle riait quand... Tu te souviens quand le dessert était une grappe de raisin? Maman fermait les yeux, et mon frère et moi détachions 3 grains de taille différentes et demandions « À qui ça ?» Et maman disait « Pour lui, pour moi ou pour elle-même ». Et lorsqu'elle ouvrait les yeux et découvrait la part que le hasard avait réservée à chacun, elle riait, d'un rire qui me gonflait la gorge de bonheur, mais aussi parfois de malheur. Il me semblait que maman riait davantage et différemment, cruellement, lorsque le petit grain m'échouait. Je n'ai plus envie de l'entendre rire. Pourquoi ne m'as-tu pas aimé? C'est risible de vouloir poser cette question à cette toute petite chose que je porte dans mes bras et qui va mourir. Elle frissonne et j'ouvre mon manteau. On ramène sur elle les 2 pans que je boutonne. Nous sommes réunis comme au temps de sa gestation, mais à l'envers. J'ai l'impression d'être enceinte de maman. Va-t-elle parler à la fin? Il est trop tard pour remettre la réponse à demain.
Il reste peu de temps pour savoir. Je suis déjà vieille et elle va mourir. Soudain, je me retrouve impatiente et sans tendresse. Je la porte jusqu'au perron et la pose là, sur les marches. Et gagnée par l'exaspération, je la secoue brutalement. Pourquoi? Pourquoi? Personne n'est responsable. Elle est jeune et belle comme lorsqu'elle était grande. Je suis redevenue petite et je la hais. Je lui lance des coups de pied, de poing, des gifles d'une violence inouïe. Mais ils ne l'atteignent pas. Freinés par le rêve, comme les coups que l'on donne dans l'eau. Déchaînée, je hurle. Pourquoi ne m'as-tu pas aimée? Elle a son rire du temps du raisin. Et je me réveille dans les larmes et les sueurs d'une incoercible angoisse. Il n'est pas recommandé de rêver que l'on porte sa mère dans ses bras pour lui faire faire le tour du jardin. Instant fragile d'un réveil. Ne plus bouger. Laisser frémir en soi un reste de sommeil. Les larmes que le rêve a séchées. Et ce chant cristallin comme une exhalaison. Le corps, dépouillé, s'épure, avance sur la crête. Funambule songeur, le temps survit au temps. L'abri sans toi, c'est rien. Le balancier, avec toi, pourquoi pas. Le cochonnet sans les boules, c'est moi. Le doute, mais avec toi. L'éclipse, pour toujours, mais avec toi. Le fric, sans toi, à quoi bon. La girouette, c'est pas toi. Le hibou, c'est moi. Une île avec toi. Le joker, c'est toi. Le leurre, c'est pas toi. Un moule comme toi, il n'y en a pas. Moi. À l'ombre de toi, pas de paroi sans toi. Stop, jamais toi. Trahison, pas toi. Urine-moi, car le vertige est en moi. Le buveur, c'est mieux qu'un autre que l'on ne boit jamais. On va boire, on a bu, et entre les deux, il y a l'ivresse. Folie entre deux vertiges. Le buveur est un enfant au cœur brisé, comme une tirelire, qui cherche l'oubli au bar et dont l'alcool guide le voyage. Il ne veut plus participer au jeu de la vie. Il n'a plus envie de chanter, mais plutôt de hurler, de gueuler, de se défouler.
Et sa devise est « Remettez-nous ça ». Puis le matin transparent, puis dans le petit matin transparent comme un verre vide, il est désemparé comme sur une île déserte, entre un dernier assommoir qui a fermé ses portes et un premier estaminet qui ne les a pas encore ouvertes. Et quand le regard neuf et le cœur ancien, oubliant sa frivolité profonde, il revient à son lit froid et misogyne, il ne lui reste plus qu'à uriner son amertume d'une nuit vagabonde qu'il avait voulu drôle parce qu'elle n'était pas gaie. Au bar de l'éclipse, on réfléchit en famille à comment partir. Au bar de l'éclipse, on dessine des jambes idéales avec des tasses de café. Et on peut nommer la mort. Au bar de l'éclipse, les larmes sont rire, même s'ils étaient usure au début. Au bar de l'éclipse, même le travail a ses girouettes. Au bar de l'éclipse, le balancier fait alliance avec le vent. Au bar de l'éclipse, un être pousse sur le comptoir. Au bar de l'éclipse, tout fait sensation. Le bar de l'éclipse est toujours ouvert. Caramel Blues. Tandis que descend la nuit, mon vieil ennemi, l'ennui s'ennuie. Sournois se colle à mes semelles comme un vieux caramel. Alors je déambule comme un somnambule, de haut de gare en égarement, de néon de bar en désagrément. J'avale mon poison de prison jusqu'à la déraison. Ébriété, ébriété. Quel joli petit nom pour un affreux bouffon. Habillé de bulles, de mousse et d'éthane, professeur, bouffeur de crâne, garantie de frayeur illimitée. Toujours les mêmes décors, encore les mêmes raccords, frissons en provenant de l'enfer, effet du vide et de l'éphémère, parfaite vision de l'échec, désintégration d'un petit mec. Mes chaussures prennent l'eau, je suis un salaud. Après la diabolique étreinte, m'effacer, me dissoudre, plus un cheveu, plus une empreinte, balayer d'un coup de foudre, devenir émanation, mon nom est à prédisposition. Attention, quelle que soit la taille de ton verre, il peut contenir la bouteille. J'aime le trait, l'expression du divin dans l'homme,
Le trait ouvre l'espace, il est lumière et liberté. L'homme cherche avec le trait, il prie, il demande, il s'accomplit. Le trait cherche à constituer un graphe pour formuler sa pensée, une ligne pour signifier l'absolu, une courbe pour le monde, un dessin pour la représentation de la beauté du monde. Et le trait est lui-même beauté. Dans la recherche même de son expression, le trait est le vecteur mobile de l'homme, son parcours est la trace qu'il laisse, éphémère, avant que de disparaître. Ça a lieu dans n'importe quel village de moins de 1000 habitants. Mais un dimanche, exclusivement. Un chien aboie au fond de la cour de la ferme silencieuse. Et ce sera le seul bruit dans la journée unique et vide. Tout ceci illustre une forme de désespoir assez communément vécue. La marée paisible, le soleil ordinaire, un bateau de pluie en écho, un pas de plus, un pas de côté, un verre d'eau pression, levé de corps, deux ailes subtiles pour une mise en bière, sur le rebord du comptoir, à l'encre éphémère, les lamentations, la tourmente au creux des cendres. La mémoire dérive et doucement flotte. Un pas de plus, un papillon et tombe la lune. Trois battements qui cognent, quelques coups de rame. Un bout d'écume, seul, voile volontaire. Une goutte de pluie s'écrase sur le visage et l'océan léger qui s'enfonce, qui s'enfonce. De rive en quai, en éclat de rime, un pas de trop, un pas assez, à la croisée éclaboussée. Reste au présent l'éminence exquise d'une cour grotesque, hésitante, un temps d'été, comme au milieu des arbres à terre et desséchés, et plus morts que les blés.
le ciel, prisonniers, tels des cygnes mazoutés, tels que des oiseaux blessés et assoiffés de sens. D'abord apeurés, n'osant pas se montrer, tapis au fond de l'âme, muets encore, attirés par la lumière, la plage blanche, dans l'absence, dans l'attente, dans l'avenir. Ils surgissent soudain, sans crier gare, malhabiles, serrés les uns contre les autres pour ne plus ressentir le froid d'où ils viennent. Et des mots anciens naissent des mots nouveaux. Ils se bousculent, cherchent leur place dans cette venue au monde sur un lit blanc. Ils s'attirent, se bousculent, s'accordent, enfin là, présents au monde vivant. Et d'autres signes, d'autres cris à contre-mots s'envolent à leur tour pour venir se chauffer au soleil, au monde lumineux qui donne sens à la phrase écrite, surprise d'elle-même. Frappe, enjoignez le marteau, saigne, répétait le couteau. Ils l'ont m'arraché la mémoire, ont martyrisé mon chaos. Ceux qui m'avaient aimé, puis détesté, puis oublié, se penchent à nouveau sur moi. Certains en pleurent, d'autres en la surprise voient. Compagne de mon printemps, herbe de mon devenir, en avançant, je vous aperçois grandir, plus haute que mes ennemis, plus verte que mes défunts délires. Impression. L'oubli des pleurs et des ténèbres est pure utopie. L'instant présent n'efface jamais le passé. Tu as absorbé les griffures de la plume de ma vie, les pâtés de mes colères, les majuscules de mes élans, les déliés de mon bien-être et les pleins de mon vertige. Tu t'es imbibé de mes moments de flamme et de désir. Si je te questionne par le biais d'un miroir, je te sais faible et sans risque de trahison. Tu retranscrirais toutes mes sensations en les nimbant d'une délicate auréole. Ton attention ne s'est permis aucune liberté. Et même si tu es saturé de mon histoire et de mes impressions, je te garderai comme le nuancier qui servira peut-être de garde-fou. Dans la vie, c'est toujours la tâche qui gagne. Attention, petite âme, attention. Écoute-les, écoute leurs mots. C'est peut-être la dernière fois que vos chemins se croisent. Attention, mon cœur, écoute, retiens. Sinon, tu perdras pour toujours leurs mots. Après, tu seras seul jusqu'au bout de ta vie. Seul jusqu'au bout de ta vie, sans amère, sans leurs mots. Tu seras désespérément seul. Tu n'auras plus de colonne vertébrale. Attention, petite âme.
Retiens leurs mots, leurs pauvres mots. Si tu ne les retiens pas, il te faudra marcher seul dans le noir, sans leurs mots pour te porter. Attention, petite âme. Écoute et retiens bien leurs mots, leurs pauvres mots. Écris-les leurs mots, même si tu as le vertige. Ils t'aiment et tu les aimes. Attention. Nous n'irons plus au bois. Les arbres y sont coupés. Nous n'irons plus à la rivière. Les déchets y sont déversés. Nous n'irons plus au soleil. L'ozone a le ciel déchiré. Nous n'irons plus à la mer. Le pétrole y est renversé. Nous n'irons plus à la pêche. Les poissons du mercure. Nous n'irons plus au poulailler, les œufs de virus sont infectés. Nous n'irons plus à la boulangerie, les blés de pesticides sont chargés. Nous n'irons plus au rucher, d'insecticides les abeilles sont tuées. Nous n'irons plus. Mais nous n'irons plus au zoo. Dans la savane, les lions sont retournés. Ils n'iront plus au cirque. Dans la jungle, les tigres sont rentrés. Ils n'iront plus au laboratoire. Dans les lianes, les singes sont cachés. Ils n'iront plus au barrage. Dans leur lit, les fleuves ont glissé. Une petite brise, un courant trouble, une ligne de silence, l'onde vacille. La brise cesse, se lève à nouveau, comme un souffle d'air saccadé, sur des cordes inaudibles, de sourds vocalismes. La ligne s'efface, renaît, palpite. Un filet d'encre sentencieux coule, vertical, une brise muette vient en courbant les fils. Sa courbe se tend, se tait, bascule, remonte au gré des tonalités invisibles. La beauté du noir s'incline au passage d'un vide porté par la brise et transporté vers rien, puis derrière rien pour prolonger l'infini. Il y en a beaucoup pour naître les poings serrés, sans réfléchir. La tête la première et vide de projet. Moi je suis né accroupi, avec au bout
des bras, tous les doigts écartés, comme avide de toucher la terre. Je suis né les yeux ouverts et la tête dressée, poussé par une volonté farouchement tendue vers un avenir incertain. Certes, mais les miens. Comme ça, je suis né. Avec là-bas au bout, indistinct, mais étincelant, fascinant, mais indicible, mon Graal à moi, indistinct et indicible. Pas facile. Tout ça, tu sais, est une affaire de point de vue. L'horizon est totalement bouché pendant des années, puis une grande rencontre qui en précède d'autres calme d'abord l'angoisse, met en route les essuie-glaces. Et sur les collines avoisinantes, on distingue alors des maisons habitées et des champs cultivés qui les séparent. Tout au bout, il y a le reste, qui donne juste faim et bonne soif. Il y a de l'avenir. Pendant ce temps, vous avez disparu, avez renoncé. Et nous continuons à prendre des coups et des caresses sur une route que l'on ne connaît pas bien. Nous continuons à marcher en nous tenant par les épaules ou par la main, en y croyant ou en n'y croyant pas. Le monde est une sphère parmi d'autres, mon astronomique, une sphère pour qu'on y voit clair. C'est là que je t'ai trouvé, au moment idoine, et tu n'en finis pas de me retourner. Il est une fleur qui ne vit qu'une heure. Elle s'ouvre au premier rayon de soleil, s'évalue, s'évanouit somptueuse et baroque, et meurt. Elle s'offre et tombe dans un délire majestueux et superbe, tel un chant qui déchire la nuit, qui déchire le temps, nos cœurs et nos certitudes. Il est une fleur qui n'a pas de nom, tant sa vie est brève, mais urgente, mais indispensable. Dans sa fuite, elle parfume longtemps le jardin, et on peut ainsi vivre de son absence, comme on vit un souvenir de bonheur. Devant moi, il n'y a que l'horizon, et il est trop infini pour pouvoir l'abriter.
ont été lus, donc je vais lire les auteurs, Jean Colombo, Annie Guilherme, Simone Molina, Éric Ispard, Philippe Gentil, Bernard Ether, Anonyme du XXe siècle, Pascal de Vinière, Corinne Piton, Marie-Christine Aubineau, Hervé Christin, Claudette Louis, Lise Desramons, Jane, Gérard Breuil et Françoise Renard. Ben voilà, donc l'éphémère a eu lieu. Les deux premiers textes, pour que vous compreniez bien, par exemple, la petite bulle et Promener sa mère sont écrits avec les mêmes mots de base. La contrainte de base était d'utiliser les mêmes mots. Et vous voyez ces deux textes totalement, superbement personnels et différents. Et pour ceux qui sont un peu dans l'alcoologie de l'époque, et de maintenant, si on veut, c'était un moment très crucial pour la personne qui a écrit, où cette petite bulle était effectivement le risque de la rechute, de la récidive. Et il avait apporté ça alors qu'il avait un souci familial majeur. Et que je crois que ça l'a... Bon, parfois l'écriture nous permet de guérir un peu. C'est un petit peu ce qu'on a... Voilà. Et c'est vrai que vous avez vu, de temps en temps, c'est des textes contraints où on part du A jusqu'au V, etc. Voilà. Mais c'est aussi ce qu'on vit dans les ateliers d'écriture. Ceux qui en font d'autres, etc. Il y a ce moment du vivant extraordinaire où chacun se sublime un peu. Alors il y avait, évidemment, c'est pas les plus mauvais textes qu'on a essayé de retrouver, mais quand même il y a toujours cette alchimie. Et juste un mot, quand son nom était à prédisposition, là on peut le dire, c'était Bernard Ether. Devenir émanation, etc. Oui, tout ça, c'est ces histoires-là. Et puis un petit clin d'œil de l'anonyme du XXe siècle, signé volontairement comme ça, car vous savez qu'il était, on a un peu partagé de temps en temps sur certains manuscrits anciens, on voit toujours anonyme, parce qu'il était totalement invraisemblable de signer un texte, à l'époque. Et ce monsieur cultivé m'avait dit, je suis du XXe siècle, j'habite le XXe, et humblement, je suis donc un anonyme du XXe siècle. Je crois que cette idée de tracer, etc., voilà, à une époque, c'était, voilà, ça ne se fait pas de signer quelque chose. Alors ces textes, je dis, on a eu énormément de... Bon, c'était un travail de choisir et d'essayer de trouver un petit fil rouge pour un petit peu animer cette soirée. Mais on peut vous en faire tous les soirs. Il y a un vivier extraordinaire. Il y a des... donc certains ont été publiés. On a eu donc cette période de la revue de la CERMA, dont vous avez des exemplaires là-haut. Et la CERMA a édité aussi un certain nombre de textes. Le livre de Jean Colombo, qui est tout un atelier personnel avec qui est publié. Il y a des Gérard Breuil, qui est peintre à Lyon, et Françoise Renard, qui a été beaucoup présente sur la revue et qui était très présente sur l'écriture. On fait un livre ensemble magnifique qui est là. Enfin, vous avez toutes les revues, c'était de 1995 à 2009. Et maintenant, elles sont, Michel peut nous dire, elles sont en ligne. Elles ne sont pas. Alors, bonjour. Alors, la CERMA, ça vient un C, c'est communication. Donc, à la CERMA, il y a des tas de moyens de communiquer, le théâtre, avec Madame Gallet, la danse, la musique, le chant, et il y a aussi les multimédias. Tous les multimédias, c'est-à-dire qu'il y a des tonnes de cassettes VHS
si quelqu'un peut m'aider à les transposer, en faire des CD, des DVD. Et j'ai retranscrit tous les carnets, les cahiers du détour, qui sont... ce que la CERMA a permis à des gens de s'exprimer par l'écrit, le dessin, et ça a été publié. Je les ai retransmis en ce qu'on appelle le e-book. J'ai horreur de ce terme-là. Ils sont disponibles auprès du secrétariat. On verra ça avec... voilà, c'est ça. C'est aussi une communication, la CERMAG, un petit magazine électronique d'Internet que vous recevez tous les mois si vous êtes abonné, qui vous est ouvert. Si vous m'envoyez des textes, ils seront publiés le mois d'après. C'est pas plus compliqué. Et encore une fois, on remercie aussi les fondateurs. Les revues étaient vraiment comme des petites ruelles. En fait, l'idée, c'était de mélanger des textes d'auteurs et des textes de personnes qui étaient des ateliers ou des gens qui... Donc c'était une espèce de petite ruelle avec des grandes vitrines. Il y a des grands auteurs, il y a des grands peintres, il y a des peintres plus modestes. En fait, donc c'est aussi joli en papier. Vous avez là-haut, vous les avez en tout cas à votre disposition. Et c'était une belle aventure. Alors,